Bonsoir à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour cette émission politique comme je vous l'avais annoncé pour ceux qui ont suivi cette émission hier soir. Ce soir, avec moi en plateau, Guy Losbar, qui est le président de la collectivité départementale, mais il est aussi le président du parti GUSR. Donc avec lui, nous ferons bien sûr, nous convoquerons ces deux casquettes pour aller un petit peu plus en avant sur des sujets qui vous intéressent. Monsieur le Président, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir et merci de cette invitation. Voilà, donc je remarque sur ce plateau que vous êtes très souriant. Est-ce que ce petit séjour dans l'Hexagone à la table du président de la République, Emmanuel Macron, est-ce qu'on peut dire que ça vous a redonné le sourire? Oh non, je ne pense pas que j'ai besoin d'aller ni en France hexagonale, ni voir forcément le président de la République pour avoir le sourire. Il est vrai que lorsqu'on s'est présenté ainsi, on aurait pu croire qu'il n'y a pas eu un travail conséquent. Alors que je pense que, comme je relate au niveau de la presse et des médias, mes différents travaux, donc on peut constater qu'effectivement, j'ai d'abord eu à rencontrer la présidente de l'Assemblée, qui était l'ancienne ministre de l'Outre-mer. Donc nous avions eu l'occasion d'évoquer un certain nombre de problèmes. Et aujourd'hui, de par ses fonctions, c'était quand même important, puisque notamment sur tous les débats, le chantier qui va s'ouvrir sur la révision de la Constitution au niveau national, mais les chantiers d'évolution institutionnelle ou de compétences sur le plan local, mais surtout l'expérimentation, l'adaptation, puisque au-delà même de toute évolution, il y a un certain nombre de possibilités qui existent dans le cadre de la Constitution. Et moi, ce que je veux, c'est qu'en tant que président du département, que nous puissions initier déjà de l'expérimentation, de l'adaptation de certain nombre de textes. Sauf qu'aujourd'hui, parfois, il faut 2 ans, 3 ans. Ce que nous voulons, c'est que les choses soient simplifiées et accélérées. Ensuite, nous avons eu l'occasion de rencontrer le ministre de l'Outre-mer sur des dossiers, vous l'imaginez, sur des dossiers comme l'eau, sur des dossiers comme le logement, effectivement, la culture, également sur la santé, la situation donc, de l'hôpital avec tout... l'arrivée du nouveau directeur, la nécessité qu'il puisse y avoir une véritable plan de redressement, d'assainissement financier, et puis évoquer le problème des soignants également. Voilà, donc nous essaierons d'approfondir tout cela d'ici quelques instants. Pour parler vrai, Guy Losbar, l'électorat local est totalement aujourd'hui déstabilisé. On a vu les résultats des dernières élections parce qu'il y a des doléances de la part de cet électorat et qui dit que cette classe politique locale ne donne pas une image reluisante, en tout cas, ne donne pas une bonne image dans sa gestion des affaires du pays. Et alors la Guadeloupe a besoin d'élus, de restaurer cette relation de respect et de confiance avec ses élus. Selon vous, qui peut justement faire en sorte qu'il y ait une autre image des élus, une autre image, puisque aujourd'hui on dit oui, il y a beaucoup de paroles et peu d'actions? Bon, vous savez, les élus sont considérés comme un exutoire par rapport à tout un ensemble de problèmes que nous voyons aujourd'hui, mais ce serait un tort de pouvoir dire que les élus, que la totalité, l'unanimité donc des élus ne réussissent pas dans leur mission. Il y a beaucoup d'élus qui réussissent dans leur mission. Enfin, en tout cas, moi, j'ai été maire de Petit-Bourg pendant 14 ans. Je pense que la population s'est rendue compte de ce que j'ai pu faire. J'ai été président de la CNBT, j'y suis. On a pu régler un problème donc, de déficit et avancer sur un véritable plan d'investissement que nous sommes en train de mettre. Cela fait 9 mois que je suis devenu président du département. Il y a tout un ensemble d'actions. J'ai l'occasion de présenter un plan de mandature. Il est vraiment trop tôt pour qu'on puisse faire le bilan, mais n'empêche qu'il y a des dossiers tels que la situation de l'handicap, où il y avait plus de 8000 dossiers, ça a été une priorité. Donc il y a tout un ensemble de marqueurs que nous aurons l'occasion de mettre. Donc c'est en ce sens qu'on ne peut pas dire que l'ensemble des élus, tous les élus, n'arrivent pas à assumer leur mission. Il est vrai qu'il y a un certain nombre de dossiers, de politiques publiques qui n'ont pas pu aboutir et qu'il appartient aujourd'hui de pouvoir régler.
On citerait le problème de l'eau, de l'environnement, mais aussi en termes de développement économique. Et sur ce plan-là, il y a tout un ensemble d'initiatives que depuis sa première mandature et que nous poursuivons au niveau donc, de la région. Donc, aujourd'hui, c'est un exutoire. Dès lors que quelque chose ne font pas, on dira que fait les élus et autres. Mais lorsqu'on regarde, il y a un problème beaucoup plus important au niveau donc, de la société. Nous ne sommes pas toujours dans cette démarche de responsabilité. Je prendrai dans le domaine de l'environnement où je peux exprimer. Souvent, on met en place ce système de ramassage, donc des encombrants avec des horaires connus. Vous n'avez qu'à regarder dans certains secteurs. Ce n'est pas l'élu qui dit qu'on doit mettre les vieux réfrigérateurs, les pneus, tout un ensemble de dépôts sauvages. Donc, moi, je suis toujours dans cette démarche de responsabilité. Moi, je suis quelqu'un qui prend ses responsabilités. Et d'ailleurs, quand j'ai des positions, parfois cela peut déplaire ou pas, mais je les affirme et je les assume en tant qu'élu. Et trop souvent, dans plusieurs domaines, les Guadeloupéens, on ne prend pas aussi nos responsabilités. Alors, c'est vrai que quelquefois, les gens ont la nostalgie des élus d'antan. Encore récemment, quelqu'un me disait que, de toute façon, avec la disparition de Lucette Michaud-Chevry, l'avenir politique de la Guadeloupe a été enterré. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, je ne suis pas quelqu'un de nostalgique. Il y a des réalités qu'il faut assumer. Le problème qu'il y a, c'est qu'il faut que nous puissions croire dans notre pays, croire dans les possibilités de la Guadeloupe et croire dans la possibilité donc, des Guadeloupéens. Et lorsqu'on agit ainsi, nous-mêmes, nous concourons à ce que nous ne soyons pas respectés. Et depuis l'an dernier, encore la semaine dernière, j'ai eu l'occasion de préciser aussi bien au gouvernement qu'au niveau du président qu'il faut revoir la perception de l'outre-mer. D'une manière générale, quels que soient les gouvernements, les présidents, on considère que l'outre-mer, ce sont donc des territoires où avec des handicaps qu'il faut réparer, qu'il faut rattraper, mais sans pour autant tenir compte des potentialités, des atouts de ces territoires et mettre en place de véritables stratégies de développement gagnant pour ces territoires et gagnant au niveau national. Mais cela aussi est lié à nous-mêmes, puisque souvent, nous sommes dans une démarche de réparation, nous sommes dans une démarche de rattrapage, et à ce moment-là, vous n'êtes pas forcément respecté comme vous devriez l'être. C'est pour cela que moi, je suis toujours dans une démarche donc, de responsabilité. Alors, est-ce que vous n'avez pas l'impression quand même que le président de la République, que le gouvernement dit, mais écoutez, élus de la Guadeloupe, mais aussi de la Guyane et de la Martinique, arrêtez de venir et de dire oui, l'État doit faire, l'État doit prendre, c'est l'État qui doit faire, c'est l'État. Arrêtez, prenez vos responsabilités, prenez-vous en main. Et ça a été dit par plusieurs présidents de la République, des présidents successifs. Alors, qu'est-ce que cela implique? Qu'est-ce que cela vous inspire quand un gouvernement dit cela? Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'aller quémander, comme certains disent, tout le temps, il est d'aller frapper aux portes du gouvernement? Non, le problème est beaucoup plus complexe. Je vous dis, dans une démarche de responsabilité, il ne s'agit pas pour nous d'aller quémander, enfin, et vous pouvez voir ma pratique. Mais il ne s'agit pas non plus pour que le gouvernement puisse le dire, puisque souvent, j'ai dit qu'il fallait que nous soyons dans une démarche de co-construction, puisqu'il faut être conscient. L'État, président ou pas, il y a toujours cette démarche de verticalité. C'est-à-dire, ce sont des organismes de tutelle et que, quelles que soient les intentions, les politiques que vous pouvez mettre en place, vous n'avez pas suffisamment de marge de manœuvre. C'est pour cela, souvent, vous allez m'entendre dire domiciliation du pouvoir, marge de manœuvre, tenir compte des réalités du pays, et c'est cela qu'on ne retrouve pas. L'intérêt de la semaine dernière et des rencontres que nous avons eues, c'est une perception qui peut évoluer en deux sens. C'est-à-dire que nous soyons dorénavant dans une démarche de co-construction. Co-construction, tenir compte des éléments, tenir compte pour les politiques publiques et que nous soyons beaucoup plus efficaces. Je prendrai un point. Le plan qui devait se terminer au 31 décembre sera prolongé jusqu'au 31 décembre 2023. Toute cette année 2023, il s'agira, État avec les collectivités, qu'on puisse affiner les stratégies, puisque pour que nous puissions
être respecté. Il faut pouvoir avancer cette vision du territoire, qu'il puisse y avoir une stratégie territoriale, c'est-à-dire que nous puissions dire, nous voulons l'indépendance énergétique. Quand je dis indépendance énergétique, c'est-à-dire que nous ne soyons pas tributaires des coûts au niveau international parce qu'il y a suffisamment d'énergie renouvelable au niveau du pays. Quand on parle d'autonomie alimentaire, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de produits pour lesquels il doit y avoir une stratégie en termes de production agricole, en termes d'accompagnement économique, en termes de fiscalité pour permettre cela. Ce sont ces marges de manœuvre que nous disons qu'il va falloir qu'on puisse agir et qu'on soit beaucoup plus performant. Mais cela nécessite une co-construction. Cela nécessite, et souvent on a vu sur un certain nombre de projets que les services de l'État puissent intervenir et de manière verticale et empêcher peut-être que ce projet puisse aller jusqu'au bout. Le président de la République dit, et vous a dit, que sur des politiques publiques précises, il est prêt à vous suivre. Il faut d'abord identifier les freins. Il a dit trouver les voies et moyens de les lever, que ce soit au niveau organisationnel, mais aussi législatif et réglementaire. Alors, on voudrait plutôt savoir quelles sont, selon vous, les politiques publiques prioritaires où il faudrait justement lever des freins, où il faudrait s'attarder, les politiques publiques essentielles et sur lesquelles on doit s'atteler à trouver solution. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'on puisse réussir dans les politiques publiques, qu'on puisse être plus efficace. Et lorsque nous parlons d'évolution institutionnelle ou autre, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas uniquement une approche dogmatique ou idéologique. Cela ne pourrait constituer qu'un instrument, un outil permettant d'aller plus loin. Je donnais un exemple. Je prends la santé. Je donne deux exemples dans la santé. Nous avons vu, lors de la crise, comment les politiques qui ont été définies au niveau national ont eu des difficultés dans leur application sur le territoire. Et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, on parle encore concernant donc les soignants. N'empêche que nous sommes dans un statu quo. Le statut voudrait que quand une décision est prise, elle s'applique sur tout le territoire hexagonal, y compris Guadeloupe, Martinique. Et ça n'empêche que le président de la République puisse vous écouter. Guadeloupe, Martinique. Or, il y a des territoires, je l'ai déjà dit même ici, comme la Polynésie française, où c'est eux qui décident. Cela a été décidé à Paris, donc, mais eux, c'est eux qui vont dire, donc nous, la vaccination, on ne veut pas, ou on veut la faire plus, enfin, etc. Donc, voilà un exemple. Je vais vous donner un autre exemple. Il y a quelques années, on a mis en place le cyclotron. Nous avons mis en place le cyclotron parce que cela pouvait avoir une stratégie en termes de santé, en termes de développement au niveau de la Caraïbe, puisque les autres îles de la Caraïbe, pour qu'ils puissent bénéficier de ces examens, ils doivent aller soit aux États-Unis, soit au Canada, avec des prix exorbitants. Donc, ce qui permettait qu'au niveau de la Caraïbe, que nous puissions intervenir et créer un développement. Blocage, le fait que pour harmoniser en termes de santé, en termes de sécurité sociale. Mais deuxième blocage, vous savez qu'il a fallu attendre 4 ans pour obtenir l'agrément pour faire des examens dans le cadre du cancer de la prostate. Or, c'est le principal, 55% des cancers en Guadeloupe, c'est au niveau de la prostate. Je suis sûr que tous les téléspectateurs qui m'écoutent ce soir, ils ont au moins un membre de leur famille ou un ami, une connaissance qui est atteint par le cancer de la prostate. Donc, ce sont ces éléments. Quand je dis, il faut que nous puissions avoir de marge de manœuvre de manière à prendre plus rapidement un certain nombre de décisions. Et je pourrais citer beaucoup d'autres exemples dans ce domaine. Alors, c'est vrai qu'on peut revenir à décembre 2003, où il y avait une majorité d'électeurs sous l'impulsion d'élus politiques, je dirais, notoires, une majorité qui dit non, nous ne voulons pas de cette assemblée unique ou de cette évolution. Et 18 ans plus tard, on revient sur le sujet et on peut penser que là, c'est vraiment le remède miracle. C'est vraiment la solution miracle à tous nos maux, puisqu'on y revient 18 ans plus tard. Non, le but n'est pas d'analyser cette question de cette manière. Il n'y a pas de remède miracle qui puisse exister.
En plus, vous parlez de 2003, mais je pourrais vous dire 58, je pourrais vous dire 1946, écoutez le discours de Valentino et tout. Donc cela fait des années que le problème d'évolution a été posé. Donc si cela fait des années que cela a été posé, c'est que le statut actuel, le statu quo, pose problème. C'est qu'on se rend compte que cela ne permet pas d'aller, d'être suffisamment efficace dans le cadre des politiques publiques. Puisqu'il y a deux éléments, pour ne pas me répéter, il y a le rapport avec l'État, quel que soit le statut, il faut que ce soit un rapport de co-construction. Ça, c'est très important. Et c'est surtout cet élément qu'il va falloir faire évoluer. Et deuxièmement, il faut qu'on puisse disposer de marge de manœuvre. Mais pour disposer de marge de manœuvre, pour que les Guadeloupéens puissent nous croire et dire aller plus loin, il faut qu'il puisse y avoir une vision, une stratégie. Et c'est ce que j'appelle une stratégie territoriale. Qu'on puisse dire, sur l'énergie, voilà ce qu'on veut. On dit que bon, on va développer l'énergie solaire, éolienne, marine, mais pour avoir plus d'autonomie, d'indépendance. Et on le voit aujourd'hui. On le voit aujourd'hui avec la crise qui se... Vous savez que le prix qu'on paie pour l'énergie représente seulement 40% de son coût. Si on paie 40 € par exemple, il aurait fallu payer peut-être 100 €. Donc, qui montre que c'est la péréquation nationale qui nous permet. Donc, il faut qu'il puisse y avoir une stratégie par rapport à l'énergie. Dans le domaine alimentaire, on le voit, toutes les conséquences. Dès lors qu'il y a un mouvement au niveau national ou autre, nous l'avons, les répercussions. Donc, nous devrions être beaucoup plus autonomes sur un certain nombre de produits. Il y a un certain nombre de produits sur lesquels il faut cibler. Et déjà dans le cadre du contrat de gouvernance concertée, ce que nous voulons, c'est qu'au cours de ces 6 années, qu'on puisse dire quel est le niveau de couverture que nous aurons sur un certain nombre de produits. Quand je donne ces exemples, oui, pour bien montrer qu'il faut une vision, premièrement, et deuxièmement, il y a une stratégie. C'est cette stratégie qui va nous permettre d'atteindre les objectifs. Et expliquer, à ce moment-là, évolution institutionnelle ou pas, viendra si c'est un instrument, si c'est un outil qui nous permet d'aller plus loin et d'être plus efficace. Puisque le but, c'est que les politiques publiques soient beaucoup plus efficaces. Et aujourd'hui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parfois ce n'est ni quelle que soit la performance ou les compétences qu'un élu pourrait avoir, mais c'est l'organisation même qui empêche que les choses puissent aller plus loin. Alors, j'ai bien entendu, vous avez répété plusieurs fois, il faut de la co-construction, donc entre les élus et l'État. Alors, est-ce que c'est l'État qui n'a pas cette volonté de co-construction? Donc, quand je vous donne des exemples, enfin, vous savez, un certain nombre de dossiers, nous sommes liés aux décisions donc, des organismes d'État, l'ADIAL et autres. Souvent, c'est certains dossiers qui demeurent bloqués depuis des années dans ce cadre-là. Mais au-delà même de prise de décision sur un projet particulier, c'est le développement au niveau donc, du pays. L'actuel ministre de l'Outre-mer, la décision qui a été prise avec le Premier ministre, c'est de pouvoir prolonger le contrat de plan qui devait se terminer en 2022 jusqu'au 31 décembre 2023. L'année 2023 permettra à ce qu'on puisse déterminer la vision, la stratégie dans un certain nombre de domaines avec l'État et que cela soit contractualisé dans un plan à partir de 2024. C'est cette démarche de co-construction et non pas que chacun fasse de son côté. Alors concrètement, pour ceux qui nous écoutent, quels sont les leviers qui vous manquent à vous, élus guadeloupéens, pour faire avancer les choses, pour faire avancer la Guadeloupe? Mais les leviers qui nous manquent souvent, j'ai eu l'occasion de le dire, déjà, il faut qu'il puisse y avoir une vision claire qui soit définie au niveau des collectivités majeures. Quand nous mettons en place un contrat de gouvernance concertée, c'est pour permettre que départements et régions puissent travailler ensemble. Mais ce qui oblige qu'il puisse y avoir une structure, qu'il puisse y avoir une convention, une contractualisation entre les deux collectivités. Donc vous voyez et la complexité des choses. Ensuite, une véritable stratégie avec l'État sur un certain nombre de dossiers pour que nous puissions atteindre nos différents objectifs. Donc, dans le domaine de la fiscalité, dans le domaine de la santé, pour ne pas me répéter, ou encore au niveau de l'agriculture, et qui permettrait que nous puissions aller plus loin. Ce contrat de convergence, c'est une vraie avancée, selon vous?
aujourd'hui, on ne peut pas encore déterminer, puisque cela fait que 9 mois d'application, qui est en train de se mettre en place, parce que nous sommes conscients qu'il y a un certain nombre de freins, qu'il y a ce qu'on appelle millefeuille, avec plusieurs compétences, et qu'il faut ramener cela à plus d'efficacité. Donc on ne peut pas parler réellement de mauvaise gestion des institutions, C'est-à-dire de la classe politique, les institutions. Alors, ce qu'on non, nous sommes... Vous êtes alors, la classe politique n'est pas vraiment une référence parce que pas vraiment les bonnes pratiques de gestion, pas vraiment tout ça. Parce qu'il faut aussi écouter la population et pouvoir lui dire oui, mais vous dites que nous sommes des mauvais gestionnaires, mais nous avons des preuves, nous pouvons avancer les actions qui disent que nous sommes de bons gestionnaires. Non, enfin, ce que je voudrais dire, il ne s'agit pas, pour quel que soit le pays, de tout mettre dans le même sac. D'autant plus qu'il y a eu des élections, c'est la population qui a voté pour les élus. Oui. Les élus de Guadeloupe n'ont pas été élus par des Trinidadiens ou des Martiniquais ou encore par des Polonais. Ils ont été élus par des Guadeloupéens qui ont fait le choix. Et à ce moment-là, il y a un délai, nous sommes dans une démocratie, il y a un temps pour que chacun puisse exécuter les différents budgets. Et après, la population tranche tous les 5 ans ou tous les 6 ans en fonction donc, des différents mandats. Mais ce que je veux expliquer, il faut que nous soyons dans une démarche de responsabilité, que les élus, tels qu'ils soient, prennent leurs responsabilités au niveau aussi donc, des entreprises, au niveau donc, de la population. Un pays se construit avec tous ses acteurs. Alors, qu'entendez-vous par prendre ses responsabilités? Ça aussi, c'est un mot que vous aimez bien. Responsabilité, qu'entendez-vous par là? Enfin, je l'ai déjà suffisamment exprimé en tant comme politique. Je prends un cas. Moi, je suis pour une meilleure domiciliation du pouvoir. Je suis responsable d'un parti. Il ne s'agit pas pour moi de le dire, de le répéter. Il faut que cela... il faut organiser un certain nombre de réunions, d'où la convention que nous avions avec des universitaires qui vont expliquer quels sont les mécanismes, qui vont expliquer quelle est la situation. Ensuite, faire d'autres réunions sur l'agriculture, sur l'économie, et de manière à ce que chacun soit imprégné de ces réalités. Et lorsqu'il fait un choix, qu'il fasse un choix responsable. Et non pas, comme trop souvent, en pas connaître, donc la peur détermine parfois des choix. Il ne faut pas qu'on puisse prendre parce qu'on va dire toute évolution, c'est autonomie, c'est indépendance, enfin, etc. Il faut qu'on puisse faire des choix, mais en toute connaissance de cause. Pour vous, il ne s'agit pas d'orienter la population vers l'autonomie ou vers une évolution institutionnelle. Pour vous, il faut que cette population puisse déterminer ce qui est bon. Ou est-ce que l'élu doit impulser une Pas qui est bon, ce qui est bon pour lui. Aujourd'hui, si vous interrogez les Guadeloupéens, ce n'est pas les problèmes d'institution ou autre c'est pas sa priorité. Dans son assiette, ce n'est pas ce qu'il va mettre, évolution institutionnelle ou statutaire. Ce qui est important, et c'est pour cela que j'insiste, que la réussite des politiques publiques, et quelle que soit la démarche qui pourrait être faite, il faut, in fine, que l'objectif soit une plus grande efficacité donc, des politiques publiques, que nous puissions réussir sur des problèmes récurrents tels que l'eau, l'environnement, le transport, mais en termes de développement économique. Il est vrai que si vous faites un micro-trottoir, tout le monde reconnaît qu'il y a un blocage, que les choses ne fonctionnent pas, que nous arrivons au bout d'un système. Moi, je suis un politique. Je suis président du département, mais plus président donc, de parti. Donc, je dois pouvoir faire des propositions avec un appui avec les autres élus, avec les universitaires, pour que nous puissions trouver la meilleure stratégie territoriale possible, que nous ayons un nouveau modèle, mais un modèle qui permet plus de développement pour la Guadeloupe. Il ne s'agit pas de répondre uniquement à des intentions idéologiques ou dogmatiques. Il faut que cela puisse être plus efficace pour le pays. Et quand on est en charge, quand on est au pouvoir, on voit à certains moments les écueils, les blocages qu'il peut y avoir. Mais cela nécessite une très large pédagogie. C'est pour cela que nous ferons beaucoup de réunions pour expliquer cette démarche à la population, pour expliquer le pourquoi, pour expliquer quelle est la vision. Ce qui est important, c'est qu'on puisse comprendre quelle est la vision pour le développement du territoire. Moi, en tant que
que politique, je veux que nous soyons beaucoup plus autonomes sur le plan alimentaire. Parce que quand vous n'êtes pas suffisamment autonome, quelle que soit la crise qu'il pourrait y avoir, vous êtes en difficulté. Je veux que nous soyons beaucoup plus autonomes en termes dans le domaine de l'énergie. Puisque vous voyez aujourd'hui, même au niveau de l'Hexagone, quand on dit que l'augmentation du pétrole, on voit les conséquences. Or, nous avons d'autres pistes pour développer en termes d'énergie, qu'il s'agit du solaire, marine, éolien, géothermique comme bouillante. Donc nous devrions accentuer plus cela qui permettrait une plus grande autonomie énergétique sur le plan. En termes de santé, il y a un environnement culturel, social qu'il faut tenir compte, mais tout en ayant conscience des avancées de médecine scientifique et autres. Là aussi, il y a donc des aménagements à pouvoir faire. Il y a des stratégies que nous pouvons mettre en place. Le fait que nous soyons sur un territoire caribéen avec les autres îles qui constituent notre environnement. Est-ce qu'on peut dire que les parlementaires et les élus des collectivités majeures, c'est-à-dire président département, président de région, est-ce qu'on peut dire que vous êtes en phase sur cette question et qu'il n'y aura pas de voix discordante comme en 2003 pour un petit peu, pour que la population ne sache pas vraiment les tenants et les aboutissants et être perdue dans ce débat? Madame Brassé, nous sommes dans une démocratie. Il y a eu donc des élections, chacun a été élu. Ce qui est important, c'est que depuis la crise, nous, les élus mobilisés, les parlementaires et les présidents de collectivités ainsi que le président de l'association des maires, nous avons réagi ensemble. Nous avons mis en place une plateforme que nous avons adressée au gouvernement. Aujourd'hui, il s'agit d'aller plus loin dans le domaine économique. Il s'agit d'aller plus loin sur l'énergie. Il s'agit d'aller plus loin dans le domaine de l'agriculture. Mais nous sommes tous d'accord pour dire qu'il y a ouvrir ce chantier pour discuter sur les compétences, sur une co-construction avec l'État pour qu'il y ait évolution des compétences possibles ou pas. Ouvrir le chantier. Mais tous les élus, ça m'étonnerait fort que tout le monde, de manière unanime, soit d'accord sur tout. De toute manière, ce ne serait pas bon pour la démocratie. Peut-être la vision que j'ai sur la stratégie territoriale en termes sur la fiscalité peut ne pas être partagée. Mais ce qui est important, c'est qu'il puisse y avoir un socle commun et qu'il soit profitable. Et que nous puissions expliquer, que la population puisse comprendre. C'est pour ça que je vous dis, donc moi, ma responsabilité en tant que président du GUSR, c'est avec les universitaires, c'est avec les socioprofessionnels, de faire beaucoup donc, de conférences, de séminaires, de conférences débats. Tous les 15 jours, à la portée de toute la population. Tous les 15 jours, nous aurons conférences débats, pas forcément avec un élu ou alors un militant politique. Je vous disais que il y a 10 jours, ce sont 2 universitaires qui seront présents. Voilà, lors de la convention. Nous allons inviter d'autres universitaires, d'autres horizons. Nous ferons aussi venir des représentants de territoires qui ont déjà vécu ces expériences de transfert de compétences ou d'évolution, de manière à ce qu'ils puissent faire... Les gens de la Polynésie? De la Polynésie, de Saint-Martin, de Saint-Barth également, et qui pourront faire connaître leur expérience, partager leur expérience, pour que, quel que soit le Guadeloupéen, ils puissent dire, bon, cela ne m'intéresse pas, ou alors je veux entrer dans cette dynamique ou pas. Mais moi, ce que je veux, c'est que lorsqu'on va prendre une décision, que cette décision puisse se prendre en toute connaissance, en toute responsabilité. Alors, Victor Anurel, hier, sur ce plateau, même disait qu'on a bien vu que l'évolution n'a pas fonctionné en Martinique, n'a pas fonctionné en Guyane, donc il faut quand même être prudent là-dessus, et l'Assemblée unique dont on parle, pour lui, ce n'est vraiment pas la solution, il faut évoluer, mais autrement. Mais en fait, en Martinique et en Guyane, il n'y a pas eu d'évolution statutaire ou institutionnelle. Il n'y a pas eu d'évolution. Ils sont comme nous. Toute loi qui s'applique en Guadeloupe s'applique de la même manière en Martinique et en Guyane. La même manière, il n'y a pas d'évolution. Ce n'est pas la même chose, Saint-Barth et Saint-Martin. Mais Martinique, Guyane, Guadeloupe,
Oui. Ils ont les mêmes problèmes de soignants que nous. Donc les lois s'appliquent. La seule chose, c'est une organisation administrative, c'est-à-dire réunir les deux assemblées. Oui. Donc c'est la seule chose. C'est pour ça qu'il disait, Victorin Lurel, ça n'a pas fonctionné en Martinique, ça n'a pas fonctionné. Non, mais on ne peut pas parler d'évolution. Il ne peut pas jouer sur cet aspect d'assemblée unique. Pour lui, ce n'est pas la solution. Oui, parce qu'aujourd'hui, il veut aller plus loin. En réalité, il veut aller plus loin. Puisque ce qu'il va vous dire, vous voyez, réunir les assemblées ne suffit pas. Donc, il faut aller plus loin. Et c'est ce que la Guyane, ils ne remettent pas en cause l'Assemblée unique, hein, en Guyane. Au contraire, ils veulent aller plus loin. Ils disent que, bon, il y a certaines compétences que nous, on voudrait pouvoir exercer de manière plus autonome. La Martinique, à travers son président Letchimy, c'est la même chose. Vous savez, Saint-Martin, eux, ils disent que, bon, ils sont déjà dans l'autonomie, ils veulent aller plus loin. Saint-Barth, pareil. Alors, M. Castor, député de la Guyane, dit oui, mais lors de l'appel de Fort-de-France, qu'il avait l'impression que les élus étaient d'accord pour tous, pour avancer et aller vers l'autonomie. Et il y en a qui maintenant se rétractent, mais qu'eux, ils ont fait campagne sur justement cet aspect de l'autonomie et qu'ils ont été élus sur cela. Donc, il ne faut pas reculer, il faut aller parce que la population les attend sur cette question d'autonomie. Non, la déclaration de Fort-de-France ne positionnait pas sur l'autonomie ou pas. C'est une mauvaise interprétation. La déclaration de Fort-de-France, il y a deux éléments essentiels. Premièrement, disait qu'il faut revoir les rapports avec l'État. Que trop souvent, il y a des décisions qui sont imposées et qui ne sont pas forcément adaptées. Donc, il faut qu'on puisse revoir le rapport. Deuxièmement, il faut ouvrir le chantier sur les possibilités d'évolution institutionnelle ou statutaire. Ouvrir le chantier. Mais il ne disait pas qu'il faut l'autonomie. Enfin, et chaque territoire a ses particularités. Chaque territoire veut aller à son rythme. Aujourd'hui, Guyane et Martinique, qui dans un premier temps étaient collectivités uniques, la Guyane, ils ont déjà eu un congrès, ils veulent aller plus loin, dans une démarche d'autonomie. La Réunion n'est pas forcément dans cette dynamique. Et au niveau donc, de la Guadeloupe, il nous appartiendra donc, de voir comment, si on veut être plus efficace, si on veut réussir, si on veut que la stratégie territoriale que nous mettons en place puisse atteindre des objectifs, puisque l'objectif, ce n'est pas une histoire d'autonomie, d'évolution institutionnelle. L'objectif, c'est que la Guadeloupe soit mieux développée. L'objectif, c'est que les politiques publiques soient mieux réussies. L'objectif, c'est que la Guadeloupe soit mieux aménagée. L'objectif, c'est que sur le plan santé, que les choses soient plus performantes. Avant tout, l'objectif, c'est d'être efficace sur les politiques publiques. Et c'est en ce sens qu'on dit que si, dans la stratégie territoriale que nous mettons, pour atteindre cette vision en termes de développement, en termes de nouveaux modèles, s'il faut une évolution, donc c'est cela qu'il va falloir expliquer. Est-ce qu'il va falloir passer par un référendum pour cela? Mais c'est une obligation. Aujourd'hui, sauf modification donc, de la Constitution, on entend qu'il va y avoir des modifications, mais aujourd'hui, le processus, c'est que déjà, il faut qu'il y ait une volonté d'ouvrir le débat. Donc, cela a été clair. Le président, il a dit, départ, s'il n'y a pas de question taboue. Deuxièmement, il faut pouvoir déterminer ce que veut les propositions au niveau donc, des élus, dans le cadre d'un congrès, les résolutions d'un congrès. Troisièmement, qu'ils soient prises en considération ou pas par l'État, puisque vous pouvez décider de faire des résolutions dans un congrès sans pour autant que l'État donne suite. Et enfin, la consultation populaire. Donc, au contraire, tout le monde devrait pouvoir s'engager dans ce débat, dans cette discussion, dans cette réflexion, puisque, in fine, c'est le peuple qui va choisir. Plutôt que de dire, moi, on va parler des CBDA, ça, c'est autonomie, c'est indépendance, etc. Mais quand vous faites ça
ça empêche qu'il y ait donc des échanges, donc des réflexions, qu'on puisse réfléchir. Ouais, mais pourquoi tel dossier, ça n'a pas avancé? Est-ce que c'est ces élus-là qui ne sont pas suffisamment performants, ou alors c'est l'organisation actuelle, etc., qui l'empêche? Qu'il y ait un véritable débat. C'est pour ça qu'on veut que ce soit avec des universitaires, des responsables d'associations, un peu tout le monde, et que, in fine, c'est le peuple qui va choisir. Mais il ne faut pas que nous soyons dans une démarche de blocage et de dire, bon, on va parler de CBT à ça, ou alors, quand il veut il va parler de ça, c'est qu'il veut plus pouvoir. En fait, c'est ça qu'on entend. Alors qu'en fait, moi, je suis un responsable politique, il m'appartient autant que faire se peut, apporter donc des éclairages, apporter donc des informations et prendre mes responsabilités sur les politiques publiques qui est comme de ma compétence. Pensez-vous que la révision constitutionnelle soit une aubaine? Mais de toute manière, il va y avoir une révision constitutionnelle. Donc nous, on peut dire qu'on n'en discute pas, on reste sur son positionnement et que l'État peut prendre une décision. Toutes les évolutions qu'il y a eu, puisque la région n'a pas les mêmes compétences qu'avant. Le département, les choses ont évolué. Il y a des compétences qui appartenaient à l'État et qui sont transférées au niveau du département. Mais on n'a pas été consulté. Ce sont des décisions qui ont été prises au niveau national et qui automatiquement sans les moyens. Voilà, et qui s'appliquent automatiquement. Mais ce ne sont pas des décisions voulues ou à l'initiative donc des Guadeloupéens, qu'ils soient élus ou pas. Vous savez, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, c'était deux communes de la Guadeloupe. Il y a 15 ans, on disait un Saint-Martinois, c'était un Guadeloupéen. Un Saint-Barth, c'était un Guadeloupéen. C'était des communes. Ils sont dans une stratégie, ils ont été beaucoup plus loin que les autres, en termes d'autonomie et autres. Aujourd'hui, faites le point sur le développement qu'il y a eu à Saint-Barth et au niveau donc de Saint-Martin, en écoutant le nouveau président, ils sont dans une dynamique pour obtenir plus de marge de manœuvre. Puisqu'au-delà des problèmes institutionnels ou statutaires, ce qui est important, c'est d'obtenir plus de marge de manœuvre pour pouvoir mieux faire pour sa population. Or, pourtant, c'était deux communes de la Guadeloupe. Quand vous prenez Saint-Barth, Saint-Barth a la même superficie que Désirade, un exemple. Et lorsqu'on voit donc le développement, mais parce qu'il y a eu un choix qui a été fait en toute analyse, et il y a une stratégie qui a été mise en place. Alors certains disent que la décentralisation renforcée, c'était donner aux élus plus de marge de manœuvre, et pourtant, on a l'impression de tourner en rond. Est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce qu'on peut se dire oui, mais les élus n'ont pas pu utiliser ce qui était à leur portée? Pourquoi avoir encore plus de marge de manœuvre? Pourquoi faire? Mais je peux vous dire que c'est... quand je dis que c'est d'étude facile, on va croire qu'en tant qu'élu, je défends mes collègues et moi-même. Je prendrai un cas, le transport. Vous savez, la loi a décidé que ce sont les EPCI qui devraient permettre qui doit assurer cette compétence transport. Donc, ce qui voudrait dire la CARL et CNGT, Cap Excellence, CNBT et autres. Mais vous savez, pour le transport, il est financé par une taxe sur les salaires, mais la seule agglomération qui a 80% des entreprises, c'est l'agglomération de Cap Excellence, et sur lequel il y a à peu près, lorsqu'on prend, je donne des chiffres, à peu près, donc près de 26 millions de collectes. Vous prenez le Nord-Bastère, il y a 700 000 euros de collecte. Comment voulez-vous organiser le transport de la même manière dans ce territoire que sur le Nord-Bastère, où il faut relier le territoire de Prête-Noire à Goyave? Donc, voilà un exemple. Quelle que soit la volonté que vous pourrez y avoir, vous êtes confronté à ce problème. Donc, nous, au niveau des élus, on s'organise pour qu'il puisse y avoir un syndicat unique et qui permettrait une péréquation avec l'apport de la région, avec l'apport du département. Mais en 2012, l'État a décidé que voilà, telles sont les collectivités.
Voilà, il va y avoir Cap Excellence et autres. On sait même qu'il y a certaines communes qui ne voulaient pas être dans une communauté d'agglo qui ont été maintenues dans cette communauté d'agglomération. Donc c'est pour vous dire comment il est nécessaire d'avoir des marges de manœuvre. Comment il est nécessaire qu'on soit en co-construction. Co-construction permettrait qu'on ne soit pas de manière verticale. On impose que, bon, telle commune, quelle est la répartition des territoires. Et les marges de manœuvre permettront de pouvoir agir. Donc, quand vous êtes dans cette situation, vous allez dire que, bon, mais élu là, ça avec 700 000 euros, qu'il n'a pas pu, comment se trouve le transport et autres. Et c'est pour ces raisons, département et région, que nous prenons cette initiative, que tout soit réalisé ensemble et que pour que nous puissions avoir quelque chose de performant. Donc, voilà un exemple qui montre cette nécessité d'obtenir donc des marges de manœuvre et qu'on soit plus efficace. Aujourd'hui, quand vous prenez les routes, vous savez qu'il y a des routes départementales, des routes régionales, des routes communales, des routes d'intérêt communal ou d'intérêt régional, mais le citoyen, il ne sait même pas si c'est le département, la région, ou qui doit pouvoir faire la réparation de sa route. Quand vous prenez dans le domaine de l'éducation. Donc cela empêche qu'il puisse y avoir une stratégie commune en termes de développement dans un domaine bien déterminé. Alors maintenant, on pourrait dire le logement social, quels sont les résultats aujourd'hui, par exemple? Oui. Puisque la population se dit oui, mais moi je n'ai pas de logement. Alors tout ça, ce sont des réalités, l'insertion sociale. On parle de la formation professionnelle. Vous avez parlé des déchets. Tout cela, le Guadeloupéen se dit, mais moi ce que je veux, c'est réellement ça. Alors quels sont les résultats aujourd'hui dans ces domaines-là et à quoi je dois m'attendre dans les années à venir? Il faut reconnaître que en Guadeloupe, il y a sans doute un problème avec le pouvoir. Au-delà donc des élus, regardez toutes les institutions. Regardez la quantité de procès qu'il y a eu à la Chambre des métiers. Ce ne sont pas des élus. Regardez à la Chambre de commerce. Vous savez, il y a eu procès, enfin, renouvellement, réélection. Ce ne sont pas des élus. Regardez pour la Fédération de cyclistes. Ce ne sont pas des élus. Regardez pour la Fédération d'athlétisme. Ce ne sont pas des élus. Je crois que même pour l'association donc des chasseurs ou des pêcheurs. Des chasseurs. Des chasseurs. Ce ne sont pas donc des élus. Comment vous interprétez tout cela? Souvent, on va dire que mettre beaucoup plus de rationalité aussi, c'est de créer... c'est de concentrer le pouvoir. Aujourd'hui, vous avez un département, vous avez une région, vous avez 6 EPCI et vous avez 32 communes sur un territoire. Je vais vous donner donc des exemples. Quand on panie de l'eau, vous savez, le citoyen ne sait même pas si c'est le maire qui est responsable, si c'est le président de l'EPCI, et si c'est l'OSBA ou si c'est Échalus. Et maintenant, ils disent si c'est Macron, puisque c'est le président de l'État. Donc, c'est pour vous montrer que cette organisation, mécaniquement, ne permet pas toujours l'efficacité. Il va falloir revoir cela, indépendamment de problèmes de compétences et autres, mais qu'il va falloir reprendre cela. Quand je vais dans des réunions d'intercommunalité, en France, quand vous entendez une communauté de communes, il y a au moins 30 communes. 30 communes pour une communauté de communes. Et lorsqu'on regarde le nombre, ça fait 24 000 habitants. La ville de Petit-Bourg fait 24 000 habitants. Sainte-Anne, enfin, etc. C'est-à-dire des communes comme les Abîmes, c'est au moins 3 communautés de communes. Donc ce sont donc des mécaniques, ce sont des organisations qui ont été conçues parce que les communes en France, vous avez des communes de 500 habitants, de 800, de 1000, de 2000. Donc, il y a nécessité qu'ils puissent se regrouper. Mais qui est appliqué automatiquement en Guadeloupe. Donc, mécaniquement, cela ne peut pas réussir. Puisque vous avez 20-30 communes qui n'ont pas suffisamment de moyens, de services techniques, enfin, etc., qui se mettent ensemble pour une meilleure efficacité, pour des économies de marge, alors que
comme nous sommes dans un statu quo, l'intercommunalité s'applique de la même manière en Guadeloupe. Donc on oblige peut-être Gosier, Sainte-Anne, enfin, etc., ou Petit-Bourg, Goyave, parce que chaque commune doit être dans une structure, sans pour autant qu'il y ait les affinités nécessaires. Alors, rapidement, on parle encore de Vichères, et vous l'avez abordé d'ailleurs lorsque vous avez rencontré donc, le président de la République et les différents ministres. Alors, comment faire pour justement arriver à stopper, à freiner cette vie chère qui entraîne d'ailleurs des inégalités et qui entraîne aussi une pauvreté galopante sur notre territoire? Mais en fait, nous sommes dans une économie de comptoir. Donc, automatiquement, toutes les répercussions au niveau international vont se faire sentir au niveau de la Guadeloupe et amplifiées, puisque compte tenu des coûts de transport et autres. C'est en ce sens que je vous disais, il faut que sur un certain nombre de produits stratégiques, que nous soyons plus dans une démarche de production, que nous soyons plus dans une démarche d'autonomie. Puisque même sur le plan énergétique, le pétrole augmente, on voit toutes les conséquences, etc. Donc, mais si votre production énergétique est basée uniquement sur le pétrole, mécaniquement, vous avez toutes les répercussions. En plus, je vous dis, si nous payons ce prix au niveau de l'électricité, c'est parce qu'il y a la péréquation au niveau national. Si on devait payer effectivement le coût réel, donc nous aurons eu à payer beaucoup plus cher. Donc, qui impose qu'il puisse y avoir une stratégie où nous aurons beaucoup plus de marge et beaucoup plus d'autonomie sur un plan énergétique. Quand on prend au niveau alimentaire, c'est la même chose également, puisque tout ce que nous consommons vient de l'extérieur. Donc mécaniquement, quand les prix augmentent, quand il y a 12% d'inflation en Grande-Bretagne, 8%, 6%, mécaniquement, les choses sont amplifiées au niveau donc, de la Guadeloupe. C'est pour cela que je disais qu'il faut changer de modèle économique, il faut changer de stratégie. Et ce n'est pas d'une obsession de transfert de compétences institutionnelles ou pas. Et c'est en ce sens que nous devrions pouvoir une autre approche de ces différentes questions et qu'on ait une stratégie territoriale qui voudrait que nous soyons beaucoup plus autonomes au niveau alimentaire, que nous soyons beaucoup plus autonomes sur un plan énergétique. Et même la fiscalité, on doit avoir une fiscalité adaptée à sa réalité et adaptée à la stratégie de développement que nous voulons. La Guadeloupe, que ce soit région, département, il y a, mais vous n'avez pas l'entière liberté par rapport aux stratégies de développement que vous voulez mettre en place. Alors, quelle est la voie de l'État sur cette question de réintégration des soignants non vaccinés? Qu'est-ce qui a été dit dans l'Hexagone lorsque vous y étiez? Enfin, moi, personnellement, j'ai eu à travailler avec les ministères dans ce domaine. Il y a des propositions fortes qui ont été réalisées et logiquement, nous devrions y avoir une initiative. Mais, fidèle à mes principes, on ne peut pas vendre chat en sac. Mais je peux vous dire que... Certains disent d'ici le mois d'octobre, tout sera bon. Non, mais ça, ce sont des propos. Ce qu'il faut, c'est de véritables actions. Et ce qu'il faut, il ne faut pas faire croire que tout sera possible non plus. Mais en même temps, il y a une situation qui perdure où il faut trouver une solution. Donc, il y a des propositions claires qui ont pu se faire et qui pourraient se mettre en place. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Non, enfin, comment vous dire, c'est un dossier qui est important, c'est un dossier qu'on le veuille ou pas, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, mais qui est réel. Et moi, je suis quelqu'un de pragmatique. Ce que je veux, c'est que les choses puissent avancer. Et de pouvoir faire une proposition, après, libre à celles et ceux qui sont concernés de pouvoir accepter ou pas. Mais que les choses puissent avancer. Ouais. Pour l'instant, on piétine, non? Non, je vous dis que il y a des éléments qui pourront permettre que les choses puissent avancer. Mais pas dans des délires idéologiques ou dire que bon, tout se fera, enfin, etc. Il faut qu'on soit conscient d'une réalité. Ouais.
Malheureusement, vous ne nous avez pas dit plus. C'est dommage, hein, parce que c'est vrai que sur cette question, on attend des Je ne peux réponses pas, concrètes. si c'était une décision qui dépendait que de moi, fidèle à mes principes, je vous dirais, voilà, telle chose, telle chose. Mais ce n'est pas une décision qui dépend que de moi. Alors maintenant... Mais il ne s'agit pas non plus, pour moi, parce que j'ai telle fonction ou pas, faire croire un certain nombre de choses. Oui, ça se fait. Enfin, ce sont vos propos. Non, je demande si ça se fait. Non, il faut être dans une démarche de clarté. Surtout, et ce n'est pas toujours le cas. Surtout pour des personnes qui sont en situation depuis des mois, quel que soit le choix qu'ils ont eu à faire. Mais il faut reconnaître qu'il y a un aspect humain à prendre en considération. Alors maintenant, donc, place au chantier sur, ou du moins au débat concernant cette évolution institutionnelle. Alors on peut s'attendre que d'ici à peu près 6 mois, le gouvernement pourra avoir des propositions concrètes. Le gouvernement saura exactement ce que veulent les élus et surtout la population aussi. Donc est-ce que tout ça sera, d'ici 6 mois, sera bien ficelé et pour que le président de la République et son gouvernement puissent... En fait, nous avons pris la décision qu'il puisse y avoir un congrès, voire 2 congrès. Congrès? Non, j'ai dit un congrès, voire 2 congrès. Enfin, aujourd'hui, nous n'en sommes pas en termes de conclusion. Pourquoi je dis ça? Puisque ce que nous voulons, c'est que ce soit un congrès avec des résolutions fortes, sur la base donc, des travaux, des différentes commissions, en termes de concertation avec les autres acteurs, et pour que nous puissions aboutir à des résolutions, et qui seront proposées, qui seront amendées ou pas par la suite, par le gouvernement et par la population. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, il y a un top départ. Et il appartient qu'on puisse mettre en place ces différentes commissions. La commission entre département et région, nous l'avons mise en place, aussi bien département et région, le mois dernier. Donc, il va se réunir, qui va organiser tout un ensemble donc, de réunions, de concertation. Mais ce que je vous dis, chacun a une responsabilité. Moi, en tant que président du GUSR, nous allons organiser donc des conférences, débats, des séminaires, des rencontres. Vous ferez le tour des communes? De l'ensemble donc, des communes, mais pas ouvert uniquement aux militants du parti, puisqu'on a vu, pour que chacun, lorsqu'il entend telle information, compétence dans le domaine de la santé, qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Comment ça se passe dans d'autres territoires d'outre-mer? Lorsqu'il entend autonomie énergétique, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que cela veut dire? Comment, s'il y a beaucoup plus de marge de manœuvre sur le plan économique, nous serons plus performants? Et de manière à ce que chacun puisse s'imprégner de cette question. Puisque je vous dis, il n'y a aucun risque, il n'y a pas de crainte, puisque, in fine, c'est la population qui va décider. Donc, vaut mieux que, quelle que soit la personne, quelle que soit sa commune, son appartenance, que lorsqu'il décide, il décide de toute connaissance donc, de cause. Et que nous ne faisions pas la politique de l'autruche en disant, bon, on va parler de ça. Alors, nous sommes pratiquement arrivés au terme de cette émission. On a bien compris qu'il y a cette volonté d'informer la population. Vous voulez jouer votre rôle de parti, celui d'informer, mais peut-être aussi celui de former. Donc, nous suivrons de près tout cela. Et une question qui n'a rien à voir avec cette évolution institutionnelle. Aujourd'hui, quelles sont vos relations? Est-ce que vos relations sont apaisées avec Marie-Luce Panchard? Est-ce que les relations sont apaisées? Oui. Enfin, vous savez qu'il y a eu des élections législatives. Nous avions soutenu la candidature de Marie-Luce Panchard. Et pour soutenir cette candidature, j'ai dû demander à Jennifer Lilon d'enlever sa candidature. Vous imaginez que pour un président, ce n'était pas chose évidente et facile, d'autant plus qu'elle était déjà dans une dynamique. Quand je dis cela, c'est bien pour montrer quelle était la volonté, quelle était l'implication. Après, dans une campagne électorale,
chacun met en place ses stratégies, qu'elles soient gagnantes ou pas, et à l'issue, assume. Donc, vous m'avez souvent entendu parler de responsabilité. Quelles que soient les décisions que je pourrais prendre, on peut ne pas être d'accord ou pas avec moi, mais j'assume mes responsabilités. J'ai eu l'occasion d'échanger. Je ne vais pas revenir sur ce dossier, mais vous avez bien entendu que le tour donc, de la presse a été réalisé sans pour autant qu'il y ait eu une intervention donc, du parti. Donc on peut se dire que vous êtes celui qui sait écouter et puis qui sait ne pas tenir rigueur. C'est un peu ce que vous êtes en train de dire. Non, je suis celui qui sait entendre, qui sait prendre conscience des choses et qu'en tant qu'homme politique, qui sait agir aussi. Merci Guy Losbar d'être venu sur ce plateau. De toute façon, nous aurons à vous suivre sur justement toute cette communication à l'endroit de la population, voir un petit peu comment les choses se passent et puis essayer de comprendre réellement quelles sont les ambitions, quelle est la volonté réelle de nos élus. Mais justement, la presse a un rôle essentiel et important dans ce grand débat, dans ce grand chantier. Et trop souvent, on va entendre que ah, mais c'est quoi? Le peuple n'est pas encore prêt pour ça. Le peuple, c'est pas la priorité. Ce sont donc des élus qui sont obsédés par évolution, qui veulent plus de pouvoir. Enfin, ils n'ont pas rempli un certain nombre de compétences, enfin, etc. Non, je pense que les médias, vous-même, comme les autres, d'explications, de faire venir des universitaires, de faire venir des acteurs et qu'on discute. Ce qui est important, c'est que, quelle que soit la décision, l'évolution que... il faut qu'on puisse discuter, puisque nous sommes tous unanimes à reconnaître que pour l'instant, tout ne fonctionne pas bien. Et moi, en tant que responsable politique, je ne peux pas rester les bras croisés. C'est pas mon principe. Et de toute manière, je suis quelqu'un d'optimiste. D'optimiste pour moi, je le disais cet après-midi à des agents du département, pour moi, demain toujours meilleur. Donc, vous savez, même quand il pleut beaucoup, le lendemain, il y a du soleil. Donc, je suis dans cette démarche optimiste. Et c'est parce que je crois en ma population, je crois dans les capacités donc, du pays. Et c'est pour cela que j'ai dit au niveau du gouvernement, du président, etc., il faut revoir la perception donc, de la Guadeloupe, de l'outre-mer. Nous sommes des territoires avec des potentialités, avec des atouts. À charge pour nous de le faire comprendre et que nous le sachions. Et cette population peut croire en vous, elle peut vous faire confiance. La population, je ne demande pas particulièrement de faire confiance à Guy Losbar, mais que la population puisse être imprégnée d'un certain nombre de réalités, puisse s'intéresser, puisse s'interroger, puisse se questionner sur tous ces dossiers. En plus, nous avons une chance historique. Pendant 4 ans, il ne va pas y avoir d'élection municipale. Le président est élu pour 5 ans, les députés élus pour 5 ans, départements et régions jusqu'en 2028, donc dans 6 ans. Donc, ce qui va éviter les postures parfois politiques. Parfois, on est d'accord, mais on ne dit pas qu'on est d'accord parce que ça n'est pas bon d'indiquer d'accord, etc. Moi, je sais que quand je dis un certain nombre de choses qui ne correspondent pas forcément à la volonté de la population, mais je fais les choses avec conviction. Rappelez-vous, quand il fallait ouvrir les écoles, bien, j'étais celui qui l'a fait et les choses se sont bien déroulées. Rappelez-vous, quand il fallait la vaccination, malgré tout, les contraintes, les difficultés, etc., je prends mes responsabilités. Demain, on pourra dire qu'il n'y a pas d'accord avec l'OSBA, mais ça vous a l'OSBA. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes souvent dans une zone d'inconfort par rapport à tout cela? Non, zone d'inconfort, non. Vous savez, la vie, d'une manière générale, il faut des débats, il faut de l'affrontement, et puis c'est de faire vivre ses idées et agir. Pensez Guadeloupe, agir Guadeloupe. Merci Guy Losbar d'être venu sur ce plateau. Merci aussi à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons demain pour une autre émission politique. Excellente soirée à tous.